Demain, même heure, même place, vous retrouvez Méline Freda. Et en attendant, je vous confie au bon soin d'Elisabeth Quint et de sa bande pour 28 minutes. Passez une belle soirée, s'il vous plaît. Tschüss und bis bald. Comme tous les vendredis, dans 28 minutes, retrouvez notre club pour une analyse de l'actualité de la semaine. Ce soir, entre autres dossiers, la grande coalition allemande et la Corse, sans oublier l'histoire de Claude Askolovitch. A tout de suite. Arthrose, jambes lourdes, surpoids. 18 jours. Nous avons 18 jours pour soulager vos douleurs, réduire votre consommation de médicaments et préserver durablement votre santé. 9 mois après leur cure, 69% des curistes interrogés par la chaîne thermale du Soleil estiment leur état de santé meilleur. Demandez conseil à votre médecin. Chaîne thermale du Soleil agit naturellement pour votre santé. Anna von Rohr. N'y pense pas, Jean. Elle n'est pas de ton monde. Venons-en, en fait. Oui, madame, j'aime votre fille. Je vous accorde sa main. Je trouve un peu bizarre qu'une von Rohr accepte de donner sa fille à un ouvrier. Anna, je sais pas ce qui lui a pris. Tu ne me dis pas tout, Anna. Le temps d'Anna, ce soir à 20h55 sur Arte. Vous faites un film là, monsieur, pas vrai? Il conduit des taxis, même si c'est pas vraiment son truc. Des chauffeurs de taxi? Taxi Téhéran, le film à l'ours d'or de Jafar Panahi, mercredi à 20h55. Bonsoir et bienvenue dans le club de 28 minutes des intellectuels et des dessinateurs de presse réunis pour analyser l'actualité de la semaine. Ce soir, 2 dossiers principaux. France. Emmanuel Macron a donc annoncé officiellement que la Corse pourrait être mentionnée dans la Constitution. Ça se corse pour la République une et indivisible. Est-ce le début d'une démocratie multiple? Allemagne, le contrat de coalition passé entre les conservateurs et les sociodémocrates allemands place l'Europe en tête de chapitre. Est-ce une chance pour la France et pour Emmanuel Macron? Sans oublier évidemment, au milieu de l'émission, notre aide Claude Askolovitch qui reviendra à propos du lancement de fusée le plus psychédélique de l'histoire, celui de la décapotable rouge d'Elon Musk, propulsée, eh oui, dans la ceinture d'astéroïdes, carrément entre Mars et Jupiter. Bonsoir Nadia, bonsoir, dame. Elisabeth. Vous allez bien? Ça va très bien. Renaud Dely. Elisabeth Quint. Renaud Dely. Ça va, Elisabeth? Ça y est, c'est la minute infantile. Renaud Dely, directeur de la rédaction par ailleurs de Marianne. Qu'est-ce qui lui arrive? Jean-Michel Blanquer, au tableau, voilà. Au tableau, mais il va pouvoir sur ses petites jambes, là. Vous lui avez un peu rétréci, non? On fait juger, il y a plein d'enseignants. Ceux qui font l'école jugent ces réformes, c'est passionnant. D'accord. C'est cadeau, je vous l'offre, Elisabeth. Merci, j'ai de la chance. Ça ira très bien avec votre pull. Avec... c'est ma grand-mère qui l'a tricoté. Vous savez ce qu'elle vous dit? Gaspard Koenig, on est ravis de vous retrouver, directeur, fondateur du think tank dont vous portez le pin avantageux. Absolument. Comment s'appelle? Génération Libre. Et vous êtes aussi avantageusement représenté sur cette caricature d'un de vos amis, semble-t-il. Voilà, c'est votre dernière livraison. Le petit livre rouge de Koenig. Exactement. C'est ça? Le voici. Savoir sur les vraies libertés dans le monde entier. Au pays des libertés, je vais vous l'offrir, Blanchard. Bonsoir Abnou Chalmani, vous êtes écrivaine, on est ravis de vous retrouver. D'ailleurs, vous avez l'emblème des femmes écrivaines, la plume. Et vous, vos étudiants taillables et corvéables à merci, vous ont fait des fiches que vous avez relues à temps, Pascal Blanchard? C'est comme en histoire, l'important c'est de répéter les dates, les faits pour que les élèves les retiennent. Il n'y a aucun doute. Tout à fait, tout va bien. Mikaya qui dessine pour lemonde.fr et pour Ciné Mensuel, Jean Postillon. On est ravis de vous accueillir autour de la table et on démarre avec... La première actualité de la semaine. Incroyable. Et on va en Allemagne, figurez-vous. En Allemagne, où ça y est, enfin, 5 mois donc après les législatives qui avaient lieu en septembre, eh bien l'Allemagne a un nouveau gouvernement, avec à nouveau Angela Merkel reconduite comme chancelière, et puis le retour de la fameuse Grosse Coalition, la grande coalition qui rassemble les conservateurs de la CDU et les sociodémocrates du SPD emmenés par Martin Schulz, qui avait juré pourtant qu'on ne l'y reprendrait plus, mais ils ont reformé donc ce gouvernement, avec en
premier sujet majeur de programme de gouvernement, la relance de l'Europe, la relance de l'Union européenne. Est-ce que ça veut dire, Pascal Blanchard, que ce retour de la grande coalition et ce gouvernement de CDU-SPD, c'est une bonne nouvelle pour l'Europe et même au-delà, d'ailleurs, pour les projets d'Emmanuel Macron en Europe? Je veux dire que ce n'est pas une bonne nouvelle pour les Allemands, puisque 52% d'entre eux considèrent que c'est une mauvaise nouvelle qu'il y ait une coalition. Donc déjà, on va commencer par les Allemands, c'est chez eux. Pour l'Europe, on ne sait pas trop, puisque la grande coalition, justement, ne définit pas d'une manière explicite quelle va être la politique européenne de cette coalition. Et on voit bien qu'ils ne sont pas forcément en phase avec les idées d'Emmanuel Macron. Donc je ne suis pas du tout sûr que ce soit une bonne idée, en tout cas, pour avoir une cohérence de politique. Et puis, troisièmement, personne ne sait ce que va donner cette coalition sur un court terme. C'est vraiment une coalition de bout de course qui a trouvé à minima un accord. C'est la troisième grande coalition qui est faite en Allemagne. Je ne suis pas du tout sûr que ce soit donc bon pour l'Europe. C'est bon en termes de stabilité, d'avoir un gouvernement en Allemagne, ça tout le monde est d'accord. Mais de là à ce que ça serve l'Europe, et justement une nouvelle Europe, notamment par exemple repliée sur une zone euro, une Europe peut-être plus forte, une Europe qui se repense pour son avenir, je ne suis pas persuadé que cette coalition va véritablement servir nos intérêts français et les intérêts de l'Europe. Et il faut rappeler aussi que cette coalition elle est encore soumise au vote des militants du SPD, sociaux-démocrates. Ils ont jusqu'au 2 mars. Ouais, jusqu'au donc début ce du n'est mois de pas mars. encore gravé dans le marbre. Gaspard Koenig, c'est la relance de l'Europe et la reconstruction du couple franco-allemand, ou est-ce que c'est du rafistolage D'abord, j'aimerais bien savoir comment on la relance, l'Europe. Parce que si c'est pour faire, comme le SPD le propose, un budget d'investissement de zone euro, je trouve que c'est absolument une très mauvaise idée. Et je suis assez inquiet d'ailleurs que le ministère des Finances soit sorti des mains de Wolfgang Schäuble pour arriver dans celle d'un ministre SPD et que, Pourquoi qu'est-ce qu'il y a d'inquiétant et que le chef du SPD Martin Schulz nous dise que c'est la fin de l'austérité en Europe. L'austérité, vous aimez l'austérité? C'est-à-dire que d'abord, je ne l'ai pas beaucoup vu en France, où il y a 57% de dépenses publiques, donc l'austérité, vraiment, on ne sait même pas ce que c'est. Et si en plus on lève... En Grèce, ils l'ont... On enlève les derniers freins qu'il y avait, qui étaient l'ordolibéralisme allemand, qui tenait vaguement encore un peu l'Europe, et qu'on commence à faire des budgets d'investissement en zone euro, c'est-à-dire qu'on permet à l'Europe, en tant que telle, de s'endetter, dès qu'il y aura une petite remontée des taux d'intérêt, ça sera définitivement la banqueroute des États-nations européens. Pourquoi pas d'ailleurs, c'est une option intéressante, mais il faut quand même se rappeler qu'on a des niveaux d'endettement historiques. Que devrait être leur politique européenne? Que devrait être la politique Par exemple, prenons les travailleurs détachés. Les mêmes personnes qui vous disent qu'on va faire un budget d'investissement pour faire de la solidarité européenne, financer les entreprises et PME, etc., les mêmes vous disent qu'on va mieux réguler les travailleurs détachés parce que ça, c'est pas bien, ça prend nos emplois. Alors que les travailleurs détachés, c'est précisément de la solidarité par le bas. Si on veut créer un marché unique européen, il faut admettre que du coup, eh bien, les opportunités d'emploi sont ouvertes à tous dans des conditions égales. Et donc, cette logique-là, qui est la logique par le haut, je fais de la taxe, je fais du budget d'investissement et je redescends, je ne la partage pas. C'est bien le problème, c'est une logique par le bas que défend Gaspard Koenig, c'est effectivement l'alignement sur les plus bas salaires, les plus bas... Pas du tout. Ça crée des marchés, ça crée de la richesse, ça rééquilibre. Vous êtes contre. Vous ne voulez pas que la Roumanie s'enrichisse. Pas du tout ce que va donner cette nouvelle coalition. C'est un peu, pour que tout change, il faut que rien ne change. Mais il n'empêche que la finance et les affaires étrangères sont dans les mains du SPD. Alors, Gaspard pense que ça va être une catastrophe. Moi, j'en suis moins persuadée. Je pense que là, il y a une ouverture vers Macron et de refonte de l'Europe avec un budget européen. Après, le problème qui m'intéresse un peu, c'est la défense, et les sociodémocrates ne veulent pas entendre parler de budget de défense européenne et tout. C'est surtout ça que va faire le SPD si les militants, ils sont quand même 450 000, acceptent, ce qui est quand même les jeunes notamment, et les jeunes qui ont brillé énormément de cartes parce qu'ils veulent être l'opposition. Peut-être plus politique, notamment lié à la situation de l'Allemagne. Est-ce que, en gros, ça ressemble à ce que Marine Le Pen appelait l'UMPS en France, cette coalition? Est-ce que ça risque pas de servir qui favorise la montée de l'extrême droite? C'est qu'on pense quand même à l'Autriche. On pense à l'Autriche en disant pendant des années, ils ont gouverné avec une coalition. Et il y a eu un ras-le-bol qui a fini par faire venir l'extrême droite. Sauf que l'extrême droite était déjà dans la coalition. Elle était déjà avec les socialistes en plus. Donc je ne pense pas que ça puisse s'adapter. Mais c'est vrai que la seule partie d'opposition, si cette coalition fonctionne, c'est l'AfD, donc l'extrême droite. Il y a 17% aujourd'hui. Mais c'est un peu... Alors juste, moi, ça m'a sauté, ça m'a sauté aux yeux quand même. Les libéraux ils ont refusé, mais ils ne se sont pas alliés non plus à l'extrême droite. Mais non, justement, mais ça peut être une force. Oui, mais ils ne sont pas assez forts pour être une opposition. Mais ce qui est quand même intéressant, c'est que les deux forces d'opposition en France et en Allemagne, que ce soit les Insoumis ou l'AfD, qui sont extrêmement, déjà extrême gauche et extrême droite, et ils sont anti-européens. Donc là, je me dis, tout est là pour que c'est maintenant ou jamais pour l'Europe. Un vrai clivage en France comme en Europe qui est en train de se reconstruire autour de la question européenne. Vraiment, et je pense que c'est le grand... Et en Allemagne, autour de la question des migrants. Car cette coalition arrive avec une non-politique sur les migrants. Il faut quand même dire que le point d'achoppement qui a bloqué et qui fait que les militants ne vont pas forcément suivre, c'est que rien n'a été décidé en termes de politique, si ce n'est qu'en gros, on gèle
toute stratégie politique que l'Allemagne pourrait avoir, ce qui va servir dans tous les cas de figure l'AfD et qui va faire certainement qu'une grande partie des militants jeunes, notamment de l'AfD, ne vont pas forcément, SPD, ne vont pas forcément suivre cette coalition. Deux dessins. Rassurant, c'est que historiquement, les pronostics de Pascal Blanchard s'avèrent généralement faux. Comme ceux de tous les libéraux, généralement en Europe, c'est pour ça qu'on est tranquille depuis 50 ans. Mais tu dis, ça manquait. Il la mûrissait. Mickaïa. Et oui, donc cette fameuse coalition qui a été au forceps, on voit la chancelière qui dit qu'importe les compromis et les renoncements. Le monde attendait cette coalition et moi, mon 4e mandat. Elle est parfaite. Le deuxième dessin, Mickaïa. Et puis un rapide dessin avec bien Macron qui est très heureux, comme on l'a vu, qui dit « J'ai une grande admiration pour Angela, surtout depuis qu'elle est affaiblie ». Alors, merci Mickaïa. Le duel de la semaine. Eh bien, mon duel de la semaine, Elisabeth, il oppose, on va dire, un maître d'école et une élève plutôt indisciplinée. À ma gauche, donc, le maître d'école, le président de l'Assemblée nationale, François de Rugy, 44 ans, élu de La République En Marche. Et à ma droite, Claire Aupetit, 68 ans, députée, elle aussi macroniste, députée du département de l'Eure. Alors, par fonction, on le sait, François de Rugy, il est notamment chargé de la bonne tenue des débats dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale. Et à propos de tenue, il a d'ailleurs déjà banni de l'hémicycle les maillots de foot, les tenues excentriques, mais aussi, d'ailleurs, ce qui était plus surprenant, les signes religieux ostentatoires. Et voilà donc que le président de l'Assemblée nationale, il a annoncé cette semaine qu'il veut appliquer de strictes pénalités financières pour sanctionner ceux qu'il appelle les multirécidivistes de l'absence. Cette sanction, donc, elle pourrait atteindre jusqu'à 4 320 € pour un député qui serait absent à plus des 2/3 des scrutins solennels qui sont organisés dans l'hémicycle. Rappelons que l'indemnité d'un député, elle s'élève à 7 185 € bruts mensuels, somme à laquelle il faut ajouter évidemment des avantages matériels, notamment liés au transport, et puis 9 000 € qui sont destinés à la rémunération de ses collaborateurs, lesquels, on le sait, ne peuvent plus être membres de sa famille, mais c'est un autre sujet. En tout cas, donc, cette menace de sanction de François de Rugy, elle a fait hurler sur tous les bancs de l'Assemblée, jusque donc chez les députés macronistes, puisque Claire Aupetit, donc députée de l'Eure, elle a carrément accusé François de Rugy d'être le responsable de la défaite des 2 candidats En Marche lors des 2 législatives du week-end dernier dans le territoire de Belfort et à Val d'Oise, parce que, dit-elle, je la cite, quand vous avez un président de l'Assemblée qui n'arrête pas d'aller dans les médias en disant que les députés ne travaillent pas et qu'il faut leur enlever jusqu'à 4 000 €, c'est une faute politique intolérable qui aurait donc incité les électeurs macronistes à s'abstenir dimanche dernier. On se souvient que cette députée, qui a plutôt une réputation de grande gueule et qui était d'ailleurs chroniqueuse dans l'émission de radio du même nom, elle avait par exemple exhorté les jeunes, je la cite à nouveau, d'arrêter de pleurer quand le gouvernement avait baissé les APL de 5 €. Mais donc les sanctions financières contre les députés, ça les gêne beaucoup plus, visiblement. Elle n'est pas la seule, puisque à droite, par exemple, le député Philippe Gosselin, lui, il a traité François de Rugy de garde-chiourme. À gauche, l'insoumise Clémentine Autain, elle a dénoncé, je la cite, l'antiparlementarisme écœurant d'un tout petit président. Bref, pour protester contre cette menace, les députés, ils sont bien plus nombreux qu'ils ne l'étaient le 22 janvier dernier pour écouter le président du Bundestag allemand, Wolfgang Schäuble, cher au cœur de Gaspard Koenig, qui était venu célébrer devant un hémicycle quasi vide l'anniversaire du traité franco-allemand. Gaspard Koenig, que penser de cette réaction des députés? Est-ce que c'est du corporatisme ou est-ce que François de Rugy fait preuve d'une forme de populisme en agitant cette menace? Il a parfaitement raison. L'hémicycle en France est complètement vide. Alors, c'est vrai que sur les votes solennels, on peut se demander, parce que les votes solennels, on sait bien que c'est juste du présentéisme pour le coup, mais ce qui est beaucoup plus troublant, c'est sur la discussion des amendements, où généralement il n'y a personne, et où ensuite tout le monde vote selon la consigne du gouvernement, sans bien comprendre ce qui se passe. Et ça contraste fortement avec, je ne sais pas si vous avez vu, la semaine dernière, il y a un ministre britannique qui était là depuis 6 ans, qui a démissionné sur place parce qu'il était 5 minutes en retard devant la Chambre des Lords et qu'il avait trop de respect pour le système parlementaire. Il a dit immédiatement, ma démission. Ça, c'est peut-être un peu excessif. La démission a été retirée immédiatement. Il n'a pas été démissionné. Elle a été refusée. Enfin, ça montre le respect pour le Parlement et le respect que le Parlement se donne à lui-même, parce que généralement, il y a le Parlement britannique qui est plein. Moi, je regarde souvent BBC Parliament. Les débats du Parlement britannique, c'est un délice. C'est intelligent, c'est respectueux. Pas recommandé à tout le monde non plus, ou alors pour bien dormir. Mais chacun ses passions. C'est libéral. C'est quand même le fait que ce soit parlementaire. Mais c'est quand même un peu disproportionné. Enfin, on est toujours maintenant, on est vraiment dans une surenchère verbale de tous côtés. Ça part dans tous les sens. C'est qu'il y a aussi un problème d'organisation. Je
je pense aussi, c'est qu'ils s'ils ne sont pas en train de siéger, c'est que peut-être ils travaillent dans leur commissions et il y a 5-6 rendez-vous aussi. Pas pour tous. Il faut rappeler qu'ils n'ont plus l'excuse, qui était souvent une fausse excuse, du cumul. Non, c'est pour ça. Non, mais d'ailleurs, il y en a beaucoup plus. Depuis la fin du cumul, il y a beaucoup plus de députés qui sont présents. Mais le problème, c'est aussi les commissions. C'est qu'être présent dans les commissions, être présent. Ils n'ont pas le don d'ubiquité, vous voulez dire. Peut-être qu'il y a aussi une question d'organisation, de permettre que les commissions ne se tiennent pas en même temps. Il n'y a pas que ça. Que l'Assemblée. Il n'y a pas que ça. Mais il y a ça aussi. Non, mais que les tirs au flanc, on les sanctionne, ça me paraît normal. Mais qu'on en fasse une généralité, que les députés français n'en foutent pas une, il ne faut pas exagérer non plus. C'est un peu facile, parce qu'il faut connaître la vie aussi d'un député, ceux qui travaillent. En gros, il y a un 6e dont c'est qui ne viennent pas, qui ne bossent pas en commission, et comme ils sont dans le parti majoritaire, qui ne déposent pas l'amendement. Donc c'est facile, eux, de constater qu'ils sont vraiment à la fois peu présents et qu'ils ne travaillent pas à côté, hors présence. Parce que c'est pas parce que vous êtes dans l'hémicycle, quand vous n'êtes pas à l'antenne, ça ne veut pas que vous travaillez, que vous préparez. Je rappelle que sur la 3e et 4e République, on trouvait qu'ils étaient très présents parce qu'ils n'avaient pas de bureau. Il ne faut jamais oublier aussi des mécanismes qu'on oublie toujours. Et dernière chose, je vois par exemple un député comme Aurélien Taché qui est en train de préparer un gros rapport qu'il va rendre. Tous les soirs, jusqu'à 10-11 heures, il reçoit des gens en commission comme toute la journée. Non, pas du tout. J'ai été sidéré, je lui ai posé la question, mais comment ça se fait que vous recevez les gens à 22h, 23h pour votre commission? Mais il dit, entre ce qu'on doit siéger, les commissions, à quel moment vous voulez... C'est un jeune député, très honnêtement, je dis, il n'est pas le seul. Quand vous avez une commission parlementaire à mener et que vous avez la journée plus la soirée, et ben vous venez dans votre Parlement, on ne peut pas juger uniquement les gens qui ne sont pas présents. Je pense qu'il a son investiture. Oui. Aux insoumis. Oui. Mikaya. Ah bah de Rugy, là, qui est dans la battle et qui a fort à faire, hein, comme on l'a vu. En face, dit, nous, les députés, on définit les règles. On ne va pas en plus se les appliquer. Merci Mikaya. Vite, sa presse internationale à la une du quotidien italien Corriere della Sera de lundi dernier. Ce commentaire sobre sur les excès, fort peu sobre et carrément langagier de Silvio Berlusconi suite à l'attentat commis par un néofasciste contre 6 migrants africains. Le plutocrate de 81 ans, rappelons-le, inéligible pour cause de fraude fiscale, fait de la surenchère xénophobe. Il a promis d'expulser 600 000 migrants illégaux, tous prêts, selon lui, à commettre des crimes, et toute la droite italienne d'entonner le même refrain avec lui, l'étranger, le bouc émissaire. Jusqu'où et quelle est la responsabilité de l'Europe? Après tout, dans cette débâcle, puisque l'Italie a souvent crié au secours dans la gestion de ces flux migratoires méditerranéens et que personne n'est venu en Europe au secours de l'Italie. Et on revient à ce dont on parlait pour l'Allemagne. L'Europe a une véritable responsabilité morale. Tant qu'il n'y aura pas de décision avec ce statu quo qui ne sert à rien et qui s'amuse à virer comment il va les sélectionner, enfin ça c'est juste du discours, ça n'a aucune valeur intellectuelle, l'Italie va dévier. Mais les Italiens ne réagissent pas par rapport à ces propos parce que personne, concrètement, n'en parle pas. Concrètement, l'Europe ne se met pas autour d'une table pour dire que faisons-nous, qui reçoit qui, et quelles sont les possibilités. Il y a des tas de villes et de villages où on pourrait réouvrir des écoles. C'est tout à fait possible de recevoir des familles qui fuient la guerre et de remettre des écoles en marche avec des familles de migrants qui arrivent. Là, ça, c'est la résultante de l'incapacité de l'Europe de régler un problème et de rester dans une espèce de statu quo qui, en plus, n'est même plus confortable. Et de laisser l'Italie et la Grèce recevoir, sans parler de la Turquie, où je me demande bien ce qui se passe dans les camps de réfugiés là-bas aussi. Voilà, on est dans un espèce de statu quo qui dessert tout le monde. Et politiquement, avec des conséquences lors des prochaines élections. C'est évident. Il est en tête aujourd'hui, donc il peut très bien se retrouver. Ce qui est incroyable d'imaginer que Berlusconi, à 82 ans, va peut-être se retrouver comme premier parti aux prochaines élections, vu l'essaimage des voix. Donc il est 17-18% actuellement. Donc c'est peut-être lui qui va organiser le prochain gouvernement. En même temps, c'est pas. Il s'oppose en barrage au mouvement 5 étoiles. Exactement. Il dit que lui n'est pas populiste, il est pragmatique. Et il arrive avec des recettes qu'il avait déjà d'ailleurs développées, rappelez-vous, avec la Ligue du Nord et les néofascistes à l'époque où ils étaient en coalition. Donc ce n'est pas un discours nouveau. Simplement, ce qu'a marqué fortement les Italiens, qui ne se perçoivent pas toujours comme un pays d'immigration en tant que tel, avec les mêmes problèmes que les pays du Nord, c'est de donner un chiffre, de dire qu'il y aura une politique d'expulsion et en gros de dire qu'il va nettoyer le pays. Ça rappelle l'époque où les Albanais arrivaient sur les côtes, où déjà il y avait eu un discours de la droite italienne très violent. Et là, ça fait rentrer, ce qui n'est pas si courant que ça en Italie, le débat sur l'immigration au cœur de cette campagne. Et c'est pas du tout impossible qu'il ait trouvé une sorte de levier, un peu comme en Autriche, un levier pour justement porter ces élections et être en tête en peu de temps. Gaspard, Koenig ? Oui, tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Abnous. De toute façon, les politiques ne sont que le reflet de leur population. Et c'est un peu facile pour nous de se moquer de ces dérives anti-migrants. Non, mais il n'est pas question de s'en moquer. Non, mais il est question de en s'en général, inquiéter et de se dire l'Europe a une responsabilité. Puisque nous, finalement, on en prend très peu. Donc, évidemment, on est confortable. Et on dit, regardez, en Italie, ils sont xénophobes, alors qu'on leur a laissé et qu'on a, je vous rappelle quand même, contre l'esprit au moins de Schengen, fermé la frontière franco-italienne pour être sûr qu'ils restent en Italie et que ça reste bouillir dans la péninsule. Voilà, donc en effet, il faudrait que l'Europe ait sa politique migratoire et ensuite les répartisse sur son territoire. Ce serait, on peut toujours rêver, quoi. Mais... Mikaya. Ah oui, on l'a vu, aussi étonnant que ça puisse paraître, eh bien, est triste. D'un côté,
des partants et un revenant. Ouais. Aux dents longues et blanches. Nadia, tombe la neige. Oui, c'est mon hashtag de mais la semaine. Oui. C'est neige. Mais oui. Est-ce que vous avez remarqué, il a neigé cette semaine. C'était étonnant. Si, je vous jure. C'est une information qui a été très largement traitée dans les médias. Donc cette semaine, à commencer par les chaînes d'information en continu, les 20h, qui n'ont pas hésité à nous offrir des dispositifs dignes des grandes éditions, avec envoyés spéciaux à gogo, experts de conduite et même de marche sur la glace et meilleure façon de s'habiller contre le froid. Le saviez-vous, il faut se couvrir quand il fait froid. On l'a appris cette semaine à la télé. Et comme à chaque fois, ces intempéries, pas si étonnantes que ça en période hivernale, elles ont suscité la colère d'usagers de transport en commun, à commencer par celle d'Alain Juppé. Le maire de Bordeaux était l'un des premiers à s'émouvoir du ralentissement du réseau ferré. Il l'a fait sur Twitter, comme tous ceux qu'on appelle les Jean-Michel pas contents. Il a félicité ironiquement la SNCF pour avoir rallié Bordeaux depuis Paris en 4 heures au lieu de 2. Et pour bien montrer qu'il n'est pas content du tout, il a ajouté un petit smiley fâché. Ce à quoi la SNCF a répondu, toujours sur Twitter, mais elle, avec calme, pédagogie et une vidéo pour bien être comprise. Elle a expliqué que si la vitesse des TGV passe de 320 km/h à 220, c'est tout simplement pour des questions de sécurité. C'est pas pour embêter les gens et c'est notamment pour éviter qu'au moment où 2 TGV se croisent, ils se balancent mutuellement des blocs de glace. Et ce ballet fascinant de politiques qui découvrent que la neige, ça ralentit la circulation. Il a continué toute la semaine et parmi eux, il y a une certaine Valérie Pécresse, mécontente de n'avoir pas pu prendre le train puis le bus, alors qu'en tant que présidente de la région Île-de-France, elle pourrait être en capacité d'agir. En tout cas, les transports publics, ça fait un peu partie de ses attributions. Donc finalement, on a assisté cette semaine à de la bonne vieille récupération politique sur fond de bulletins météo. Souvenez-vous, François Hollande, il était responsable de la pluie. Et en même temps, c'était pas tout à fait faux. Et la neige et le verglas, c'est Emmanuel Macron. Et en même temps, il y a bien un peu de politique